cette quatrième partie, donc l'émergence d'expériences nouvelles, durables et responsables, avec nos invités, Laure Delair, directrice Action Mutualiste Nationale ESS pour le groupe Massif. Bonjour, Philippe Clerc, expert en prospective CCI France et président de l'Académie de l'intelligence économique qui est à vos côtés. Bonjour. Et enfin Didier Chabot, directeur de la chaire entrepreneuriat, territoire, innovation de l'IAE Paris-Sorbonne. Merci également d'être présent. Première question d'ailleurs pour vous, Didier Chabot, concernant nos territoires, on le sait, on en a beaucoup parlé, ils sont très hétérogènes, ils ont d'énormes différences, d'énormes qualités respectives. Est-ce qu'il y a besoin d'un entrepreneuriat de territoire? Vaste question. Merci, vaste question, vaste programme, comme aurait dit le général, avec cette idée, effectivement, on a de très grandes disparités entre les territoires. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, si on se compare avec l'Union européenne, on se rend compte que globalement, on a seulement 2 régions françaises qui sont au-dessus de la moyenne européenne. Toutes les autres régions françaises sont en dessous en termes de richesse. On est à la traîne au sein de l'UE. Alors, à la traîne, ou en tout cas dans le peloton. C'est-à-dire que même si on regarde purement en termes d'innovation, on se rend compte que globalement, la France est juste au-dessus de la moyenne de l'Union européenne et que globalement, seulement 3 régions s'en tirent mieux que la moyenne en tant que telle. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des disparités, qu'on a quelques régions qui émergent du lot sans être pour autant considérées comme des leaders au niveau européen et qu'il y a un vrai effort pour que l'ensemble des territoires et les autres régions françaises parviennent à se développer. Et à partir de là, comment va-t-on agir ? Est-ce qu'on met l'accent sur des métropoles ? C'est ce qu'on a fait à une époque donnée, mais on se rend compte que les métropoles n'entraînent pas toujours les territoires environnants. Ou est-ce qu'au contraire, on met en place des initiatives locales ? Et à ce moment-là, on va parler d'un entrepreneuriat de territoire pour essayer de créer des dynamiques locales qui permettraient de tirer les différentes régions, les villes moyennes, les différentes régions de France. Philippe Clerc. Tout à fait, c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation, relocalisation qu'on vit, que la crise de la Covid-19 a révélé, où on découvre que nos territoires étaient arrimés à des chaînes de valeur mondiales, à des chaînes d'approvisionnement mondiales, et que tout d'un coup, l'arrêt brutal de l'économie mondiale, de la production mondiale, révélait cette nécessité. Dans le réseau des chambres de commerce, nous parlons plus facilement de réarmer, cette nécessité de réarmer les territoires par l'industrie, effectivement, en créant un nouvel entrepreneuriat local. Il existe. Y compris, j'aimerais insister sur ce fait que, et je parle sous le contrôle des économistes de l'économie industrielle, il n'y a pas de filière traditionnelle en déclin où il y en a qui disparaissent, certainement, il y a des activités qui disparaissent, mais on peut revitaliser un territoire. Je prends l'exemple de Romans, dans la chaussure, territoire si sinistré, qui aujourd'hui renaît par des expériences, alors des expérimentations, et c'est un thème aussi, il va falloir sur nos sujets d'innovation expérimenter, on ne sait pas. Il faut, c'est la prospective aussi qui nous l'apprend, il faut faire œuvre de prospective pour aller revitaliser, inventer la nouvelle dynamique des filières traditionnelles. À Romans, c'est un exemple éclairant, tout à fait passionnant. Exemple. Un exemple passionnant, parce qu'on voit par exemple le groupe Archer qui est présent localement, et on a une très belle dynamique, parce qu'on a effectivement cette idée d'expérimentation locale avec des acteurs qui sont issus de l'économie sociale et solidaire, et qui finalement essayent d'entraîner à la fois les collectivités, les acteurs privés, tous les entrepreneurs traditionnels, et on voit finalement qu'on arrive à recréer une dynamique en s'appuyant sur les différentes initiatives locales, et en faisant travailler ensemble les collectivités, l'ESS, l'économie plus classique, qui est de plus en plus orientée. Laure Delair, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. C'est évidemment le fond de votre action et, sur l'ensemble des territoires avec la Massif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneuriat qui accorde une importance très très forte à son ancrage territorial et de proximité, et c'est notamment celui qui se développe dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors la Massif est aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire, donc le maillage territorial compte énormément, l'ancrage de ces agences, de ces points d'accueil en proximité avec ses sociétaires. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les points d'accueil et les agences de la Massif se sont situées géographiquement justement sur des bassins d'emploi plutôt sinistrés et qui avaient besoin justement de cette dynamique économique. Donc la proximité, le territoire, pour l'ESS, c'est quelque chose de très important. Et on voit là en ce moment qu'il y a un enjeu particulier à aller accompagner le développement de ces structures-là qui sont ancrées dans les territoires. Donc c'est vrai que j'acquiesce parce que
je pense que dans le cadre de la relance, en tout cas, qui nous attend aujourd'hui et demain, l'économie sociale et solidaire a toute sa place. Proposer un nouvel modèle économique, c'est un des enjeux d'aujourd'hui et même de demain, Philippe Clerc? Alors, nouveau, c'est plus qu'un modèle économique, justement. Il semblerait bien qu'à force d'économie, à force de mettre l'économie sur le devant de la scène et de l'infiltrer quotidiennement dans nos boussoles stratégiques pour piloter nos territoires, on est oublié cet ancrage territorial dans une logique de cohésion sociale. Et dans le cadre des travaux de prospective sur la relance que le réseau des chambres de commerce a produit dès juin, pendant la crise, s'est projeté en avenir, on a insisté sur et l'expression est forte, sur le réancrage, sur le réencastrement de l'économique dans la vie sociale. Et il va falloir, c'est tout ce que j'appelais la cohésion sociale, il va falloir revenir à cette vie sociale et tirer ou définir des choix de développement qu'ils soient en permanence arrimés à des logiques de vie sociale et donc de toutes ces solidarités, y compris chez nos entrepreneurs, de trouver dans les filières, dans les écosystèmes locaux, de retrouver ces solidarités qu'on a vécues nous on l'a vécu dans les chambres de commerce, les chefs d'entreprise se sont mobilisés d'une façon incroyable au service des autres entrepreneurs. On dit si souvent que nous sommes gaulois, individualistes. Non, on a vécu des solidarités formidables. Didier Chabot, qui va être en première ligne pour ce faire? Bonne question. De mon point de vue, en fait, tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, il est là. C'est d'arriver à mailler les gens et à bien prendre conscience qu'on peut plus se contenter d'avoir une vision dans laquelle l'État va penser les choses et va définir des règles générales, mais d'arriver à donner la possibilité aux différents acteurs des territoires de s'engager. Et pour ça, ce qui va être important, c'est effectivement de faire travailler ensemble aussi bien les entrepreneurs classiques que les entreprises d'économie sociale et solidaire, avec les collectivités, et c'est comme ça qu'on arrive à bouger. Et ce qu'on voit localement, c'est que c'est vraiment des acteurs qui vont s'engager, des individus, des citoyens qui vont s'engager et qui vont porter, parce qu'ils sont porteurs d'un certain nombre de valeurs, vont arriver à pousser les projets. Et à ce moment-là, c'est penser des structures qui vont leur permettre de se rencontrer et qui vont permettre de monter des projets ensemble. Est-ce que ce modèle qui renaît avec cette crise sanitaire et économique, c'est quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps finalement et dépasser ce cadre de la Covid-19 ? Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement en tout cas à engager. On parle justement de ce lien entre l'entreprise, le territoire, la société. On parlait juste avant des sociétés à mission, de la loi Pacte, du sens, de la construction de la raison d'être. Je pense qu'on n'est pas encore allé au bout de ce mouvement-là. En tout cas, à la Massif, on défend beaucoup cette idée que l'entreprise, elle doit aussi s'ouvrir et faire entrer d'une certaine manière la société dans l'entreprise, là où se prennent les décisions, dans sa gouvernance, ses conseils d'administration. Alors, pour la Massif, c'est une mutuelle, elle ne rémunère pas d'actionnaires, donc par définition, son conseil d'administration est composé des représentants de ses clients, de ses sociétaires. Donc ça a beaucoup de sens pour nous, cette idée de faire rentrer la société dans l'entreprise. Mais on pense qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, on peut quand même créer ce mouvement-là. Et on parlait d'enjeux de cohésion sociale, finalement, d'une certaine manière. Réussir à créer ce lien, ça a du sens. Et ça va au-delà, finalement, c'est peut-être l'étape d'après, ça va au-delà de rendre des comptes à la société ou de respecter des cadres réglementaires ou des normes. C'est vraiment d'être dans ce dialogue-là avec la société. Un exemple, moi, que j'aime bien citer, qu'on a fait récemment à la Massif, c'est que, comme beaucoup d'entreprises, on s'est penché sur notre raison d'être et sur cette définition. Mais finalement, plus que la phrase à la fin qui va nous définir, c'est tout le chemin qu'on a parcouru pour la construire qui a été important pour nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de l'écrire finalement sur un coin de table, dans un bureau, mais de créer toute une dynamique de débat et de réflexion. Et là, c'est la consultation qu'on a menée. On a consulté donc l'ensemble des 10 000 salariés de l'entreprise, nos délégués, nos représentants des sociétaires, les 1300 délégués, mais aussi un panel de sociétaires, alors pas les 5 millions, sinon on ne s'en serait pas sorti, mais en tout cas un panel de sociétaires. Au total, il y a 15 000 personnes qui ont contribué sur la définition de cette toute petite phrase qui est notre raison d'être. Mais pour nous, finalement, ce qu'on a appris dans tout ce cheminement-là est presque plus important que la phrase qui en est sortie. Didier Chabot,
au-delà de l'innovation, la pensée, la réflexion, elles doivent vraiment être la béquille au secours de cette évolution, de cette mutation? Au secours de cette évolution, en appui de cette évolution, effectivement dans une logique de stimulation réciproque, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les acteurs sur le terrain ont déjà innové, ont déjà créé ces dynamiques-là, et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à leur donner une audience, à voir ce qui marche, et puis à travailler ensemble pour justement inventer les façons de construire nos territoires et d'y créer de la valeur, et comme c'était dit, économique, sociale, environnementale, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et du coup, la recherche, vous voyez, on va la penser en se disant qu'il faut qu'on soit à l'interface des différents mondes. C'est-à-dire que ça nécessite de repenser les choses. On n'est plus dans une logique où les chercheurs vont être en dehors de la société. Il faut effectivement être à l'interface des gens et organiser le dialogue entre les différents acteurs, les collectivités, les citoyens, les entreprises. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avancer. Philippe Clerc. Oui, c'est tout à fait intéressant de noter que dans cette organisation, ces nouveaux écosystèmes, on a parlé longtemps de système local d'innovation qui était un peu technocratique. Là, on reparle d'écosystèmes, tout s'enchaîne. Et quand on fait rentrer la société, on appelle la société civile, on la fait rentrer dans l'entreprise, c'est intéressant. Les prospectivistes à l'international ont pensé ces choses-là en disant l'État joue son rôle partout dans le monde développé et le monde en développement, dans le monde émergent, mais l'entreprise va être appelée, et on a parlé tout à l'heure d'entreprise de mission, va être appelée à jouer ce rôle sur des missions régaliennes, et notamment ce qui va advenir d'ici 2050-2060, c'est ces questions de sécurité. Ces questions, alors, il faut compléter notre propos par cet aspect d'organisation de cette sécurité globale, où il va falloir organiser avec tous ces écosystèmes locaux l'intelligence des risques, faire intégrer dans les missions d'entreprise ces notions de sécurité humaine, d'accompagner l'aspect de sécurité, entre guillemets, sécurité sociale des individus qui, dans les enquêtes internationales, montrent que de plus en plus, y compris dans les pays en développement, les individus font confiance souvent plus à l'entreprise qu'à l'État, qui va devoir jouer ces cette économie sociale et solidaire. Alors, vous aviez à tous les deux d'abord Didier Chabot sur ce terme sécurité. Il est important ? Le terme sécurité va être important. En fait, c'est la question de la société qu'on veut construire, pour le coup. Et c'est de se dire dans quelle mesure on voit bien qu'avec les évolutions actuelles, quelque part, on n'a à la fois jamais autant créé de richesses et jamais autant eu d'inégalités. Et on voit que les inégalités se sont creusées beaucoup plus. Et à partir de là, effectivement, ça veut dire qu'on doit repenser notre contrat social, repenser la façon de travailler ensemble et de gérer les risques sociaux. Et là où, effectivement, on voyait dans l'État la figure essentielle à un moment donné, on voit aujourd'hui que les acteurs doivent eux-mêmes intégrer cette dimension-là, doivent se l'approprier. Et du coup, c'est vrai que je ne le prendrai pas obligatoirement en termes de sécurité en tant que tel, mais au sens de prendre en compte les risques sociaux et de voir comment on redéfinit notre contrat social. Là, il y a un enjeu qui va être effectivement fort, et avec peut-être une évolution, et ce qui pour moi est un enjeu, c'est que vous connaissez peut-être Mohamed Younous qui a beaucoup développé l'idée du social business, c'est-à-dire de dire on va créer des entreprises qui vont chercher à être rentables, mais pour avoir un impact sociétal. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus l'enjeu, c'est de dire finalement, si les entrepreneurs intègrent cette dimension sociétale, à un moment donné, tout le monde fera du social business. Vous pensez le contrat social, Laure Delaire ? Ce qui est vrai, c'est que pour un assureur comme la Massif, la crise qu'elle enseigne, c'est l'assurance, finalement, c'est un métier d'avenir au sens où le besoin de protection va être extrêmement fort. La pandémie, forcément, qui a généré cette crise sociale, cette crise sanitaire, nous amène à penser ça. Les nouveaux risques qui arrivent nous amènent aussi à penser cette notion de protection. Donc il y a un véritable enjeu. Et on reboucle peut-être aussi avec les questions précédentes. Cette protection, il faudra la mettre en place, mais je pense qu'il faudra aussi la mettre en place de façon collective, avec les personnes, avec les citoyens, avec les territoires, avec les collectivités, avec l'État aussi. Là, il y a des relations très fortes à nouer. Donc oui, il y a un gros enjeu alors, de sécurité, de protection sociale demain, et il y a un enjeu de faire que cette protection, chacun finalement participe au débat. Sur cet aspect de sécurité, je comprends votre
réticence sur le mot sécurité. Il faut le prendre, et je rebondirai sur votre introduction. Vous avez positionné en termes de puissance, pardonnez-moi l'expression, mais elle est juste, nos territoires doivent gérer une vision, avec tout ce qu'on a dit, de cette intégration de tous ces écosystèmes, il faut gérer ces logiques de puissance. Et donc, il faut sécuriser aussi ce territoire dans une notion aussi de promotion. Mais cette sécurité, elle va être, on a dit globale, elle va être économique. C'est je dirais, un parcours de récupération de petit à petit de souveraineté sur le territoire. Je parlais des chaînes de valeur mondiale. Le territoire est en dépendance. Regardons le grand enjeu qui va se jouer dans les semaines qui viennent, je dirais, sur la maîtrise des données, l'open data, toutes ces données générées par l'Internet, par la transition numérique. Quelle maîtrise nous en avons pour les utiliser au service du développement social, au service du développement économique. C'est un sujet de souveraineté et donc de puissance. Il faut repenser ces logiques-là et se remettre en sécurité dans ce sens-là, c'est-à-dire de promotion de nos intérêts de chaque territoire en fonction de ses spécificités et de ses solidarités entre territoires où il y a les plus faibles et les plus forts. Alors, repenser ces problématiques, faire face aux défis de demain, on va en parler justement avec deux dirigeants d'entreprise de la Nouvelle-Aquitaine, avec Fred Bonnet, qui est fondateur du bureau d'études et de maîtrise d'œuvre spécialisé en VRD, avec Maria Jacob Garibal, qui est fondatrice de son entreprise, s'occupe spécialisée dans la construction de maisons et bâtiments en bois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné donc en direct de Bordeaux de Marc Fayet, directeur de la stratégie et du développement économique de la CCI Nouvelle-Aquitaine, et DG de la CCC Charente. Merci tous les trois d'être avec nous. Vous avez entendu ce qui s'est dit un petit peu sur ce plateau. Vous êtes en première ligne, Fred Bonnet et Maria Jacob Garibal, avec vos entreprises que vous repensez, que vous faites évoluer au fur et à mesure. Fred Bonnet, vous, par exemple, le RSE, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est une réelle envie. Votre entreprise remet l'humain au cœur de son projet, et ce depuis longtemps. Bonjour, complètement. C'est vrai qu'il y a une vraie démarche globale dans mon entreprise. La partie environnementale, je l'avais déjà évoqué, elle est bien affirmée. Et l'humain, il est indispensable par rapport à ce développement-là. Et j'ai notamment fait un recrutement d'un contrat d'apprentissage pour les 2 prochaines années pour justement, dans ce sens-là, développer la démarche environnementale de mon entreprise, mais aussi échanger, créer du lien et avoir cette sensibilité-là des personnes qui sont un peu étrangères au métier pour développer l'entreprise. Et je lance d'ailleurs un 2e recrutement pour du long terme. L'objectif de ça, c'est d'accompagner mon entreprise, mais aussi de s'accompagner mutuellement. C'est-à-dire que moi, je veux que les gens qui viennent travailler et qui intègrent le projet, c'est pour se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir, je m'éclate dans mon métier et j'ai envie que le développement de l'entreprise il soit aussi lié à du développement personnel. Donc, le système RSE et tout ce qui en découle, notamment avec la démarche environnementale qui est un vrai sujet porteur là-dessus, elle permet à la fois de creuser des pistes qui sont hyper intéressantes et en pleine effervescence, et en accompagnant des gens qui ont justement aussi envie de s'intégrer dans des projets, au-delà d'un projet d'entreprise entre guillemets alimentaire, sans être péjoratif, mais pour dire voilà, j'ai envie de participer au projet d'entreprise, j'ai envie de m'épanouir personnellement, et à travers ça, on va lier et le projet environnemental que j'ai envie de développer et le développement humain. Donc moi, c'est des portes ouvertes à des gens qui ont des sensibilités et qui ont envie de les exprimer. Moi, tout sera entendable en fait. Maria Jacob Garibal, c'est aussi au cœur de votre projet, de votre société que vous avez fondée en 2016. C'est pas seulement l'écologie, mais aussi l'humain que vous voulez vraiment remettre au cœur du projet, sur le devant de la scène. Tout à fait, c'est vrai que je rebondis un peu par rapport à ce que Fred a dit. Je suis tout à fait dans la même philosophie. Ce qui est important pour moi, et c'est ce que je vois en fait, donc cette évolution de cette génération X et Y, Z aussi, la nouvelle. On voit que nous, dans le bâtiment, on a des difficultés en fait à embaucher, parce qu'en fait cette nouvelle génération a du mal à imaginer en fait à travailler dans le bâtiment, parce qu'en fait c'est un métier qui est difficile, qui est complexe, qui est pénible d'être sous le soleil, donc dans le froid, sous la pluie. Donc c'est vrai que moi, dans mon activité, donc on préfabrique en fait donc les murs ossature bois qui sont dans une usine de fabrication. Donc les employés, donc les collaborateurs sont à l'abri, donc effectivement des conditions beaucoup plus saines, plus faciles aussi pour eux. Donc ça c'est aussi en fait un confort pour l'humain. Donc pour moi c'est vraiment très important aussi. Marc Fayet, je vois que vous les écoutez attentivement. Quelle réflexion cela vous inspire, ces deux discours de dirigeants d'entreprise?
Très simplement, je pense que les valeurs des chefs d'entreprise évoluent, tout simplement. Certes, ils ont vocation à créer de la richesse, mais on voit bien que le capital humain est le capital central de l'entreprise. Et avec l'évolution des générations, ils s'adaptent aux entreprises et ils font en sorte que les atouts des jeunes soient valorisés dans l'entreprise. Et comme le disait Fred tout à l'heure, qu'on puisse concilier projet personnel et projet professionnel et qu'on puisse établir des règles de réciprocité entre l'individu qui s'engage dans l'entreprise et le projet de l'entreprise et le dirigeant. Donc la valeur créée, elle est pour le collectif, pour l'entreprise, mais elle est aussi pour chacun des individus. Je pense que cette nouvelle forme de management avance dans les entreprises de manière considérable. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais c'est un sujet qui émerge et qui a pris de l'importance avec la crise. Tout à l'heure, un de vos intervenants disait il y a un enjeu pour l'entreprise d'être attractive, pour attirer les talents. Mais je crois que la marque entreprise est faite de ces nouvelles valeurs et cette prise en compte des désirs des individus de s'épanouir dans l'entreprise. Fred Bonnet, qu'est-ce que vous attendez justement concernant ces appels d'offres publics? Vous appuyez sur le local, tout ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous vous appuyez, vous les comptez? Moi, j'ai une vision globale avec une action locale, en fait. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, tout ce qui est appel d'offres publics et tout ce qui concerne les démarches environnementales et les sujets qu'on est en train d'évoquer à l'échelle des institutions, pour moi, c'est le bon tempo, c'est quelque chose qui va donner de l'élan. Et nous, en tant qu'entreprise, on va être les relais de tout ça. Donc, pour qu'on puisse être les relais de tout ça, il va falloir arriver à sortir des discours, qui sont le point de départ qui est nécessaire, mais pouvoir basculer sur la concrétisation par des actions. Et les actions, c'est quoi? C'est du boulot. Donc, pour accéder au travail, à travers la commande publique, moi, j'ai aussi l'intention, enfin, j'espère que la démarche publique, elle va être de dire, on va focaliser sur le local, on va focaliser sur des TPE, des PME, avec des critères notamment sur les attributions des appels d'offres, qui sont un peu plus poussés et plus précis par rapport à ces démarches-là. Aujourd'hui, on a des critères de prix, des critères de mémoire technique. Ça reste relativement vaste. Moi, je trouve que c'est important de dire, voilà, on va y aller un peu plus précisément et on ne va pas avoir peur de le faire avec des sociétés qui sont peut-être moins structurées ou plus petites, qui sont des plus petites entreprises, mais c'est du local, il y a de l'énergie. Moi, l'avantage qu'il y a par rapport à des structures comme la mienne, c'est que je suis réactif, je suis dynamique, je recrute, je m'adapte au marché, c'est de l'agilité, et l'énergie, elle est là. Et pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Il faut au moins essayer. Alors, si ce n'est pas sur des gros projets, sur des plus petits projets, mais il faut le déployer à ce niveau-là. Et nous, on sera un relais dans un premier temps sur le public pour pouvoir le déployer sur la sphère privée ensuite. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on sera ensuite des satellites de cette démarche-là. Maria Jacob Garibal, qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics? Alors, donc, ce qu'on attend, ce que je souhaite noter, c'est surtout que nous avons en fait toutes les compétences aujourd'hui, donc dans les acteurs du bâtiment, de pouvoir en fait imaginer cette nouvelle empreinte écologique qu'on souhaite laisser pour les prochaines constructions. Donc, on commence effectivement à adhérer. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tout le monde effectivement puisse mobiliser et d'imaginer, de penser aussi entreprise, parce que c'est pas si simple. Donc, on se met aussi à la place des investisseurs qui ont effectivement un budget qui peut être restreint. Donc, on va leur imposer certains types de matériaux. On essaie effectivement de penser au respect, bien évidemment, de la nature. Donc, on peut aller progressivement sur cette voie, mais tous ensemble, et qu'on puisse en fait écouter également les entreprises. Donc, ça, je pense que c'est très important, cet échange, cette communication. Donc, on y va. Moi, je sais qu'effectivement, j'ai des projets où on utilise en fait des matériaux biosourcés. Donc, ça, c'est vraiment très bien. On commence à utiliser de la laine de bois, de la ouate, de la paille. On se dirige aussi, on va employer des nouveaux termes comme les menuiseries hybrides. Donc, effectivement, on est sur des termes qui n'existaient pas il y a quelques années. Lorsque j'ai démarré mon activité, où ça a été très difficile parce que les gens ne pensaient pas effectivement pour des constructions bois, c'était plutôt construction classique. Donc, on a des avantages aussi pour les constructions effectivement écologiques bois, c'est d'arriver en fait à faire des constructions plus rapides en termes de délai. Donc, avec un respect aussi vers le voisinage et aussi en fait il y a un avantage, je pense, pour tout le monde, pour le collaborateur, pour l'entreprise, l'investisseur et aussi la personne qui va acheter en fait donc peut-être l'appartement en question plus vite. Mais toutes ces innovations auxquelles vous faites référence, comment les rendre efficaces vraiment au niveau local? Et la question, elle vaut également pour Fred. Moi, la démarche concrète que j'ai mise en place,
à travers notamment donc, le recrutement de Jim qui m'accompagne sur la démarche environnementale. Il y a deux aspects. Le premier, c'est participer à des clubs d'entreprise qui sont sensibles à cette démarche-là. Donc, on a du lien avec des entités comme Soltena, ODI, c'est également le MEDEF qui est très actif. Et ensuite, d'un point de vue purement concret sur l'activité de maîtrise d'œuvre en VRD, le VRD il est au croisement de pas mal de solutions possibles, notamment sur les îlots de chaleur, sur la récupération des eaux de pluie pour la réutilisation en arrosage, ce genre de choses, les bornes IRVE, le photovoltaïque, l'éclairage intelligent. Moi, tout ça, je ne prétends pas avoir la maîtrise et l'expertise sur ces sujets-là. Par contre, je suis un facilitateur et je suis au milieu de toutes ces techniques-là. La démarche locale, elle va se faire dans le sens où je vais aller chercher des partenaires locaux de chacune de ces techniques de manière à pouvoir apporter aux clients une réponse à la fois pro, adaptée, mais avec la flexibilité dans le sens où je serai l'interlocuteur. Donc ça va être plus simple de collaborer en disant il y a un point d'entrée et moi je m'occupe avec des partenaires locaux de porter des solutions qui ont à la fois du coup, cet impact environnemental, mais avec également l'approche locale et tout le contexte RSE. Dans la proximité, effectivement, ce que j'entends aussi, ce que Fred dit, on se rend compte qu'effectivement la proximité est très importante aussi, de pouvoir en fait interagir et communiquer rapidement lorsqu'il y a des projets et puis aussi être sollicité. Donc voilà, je rejoins Fred. Marc Fayet, la Nouvelle-Aquitaine, qui a des atouts conséquents en ce qui concerne le développement économique. Pour vous, les secteurs à protéger, à développer, toujours sous cet angle de l'innovation qu'on développe depuis plusieurs minutes maintenant, quels sont-ils? Alors, moi j'ai du mal à identifier des secteurs en particulier. Certes, la Nouvelle-Aquitaine a des secteurs stratégiques qui souffrent aujourd'hui. Vous le savez, l'aéronautique, on partage cette problématique avec l'Occitanie. Évidemment, l'aéronautique, face à la crise qu'elle rencontre, va devoir se réinventer, va devoir innover, tant en matière de décarbonation, entre guillemets, des transports, des aéronefs, si j'ose dire, mais aussi des méthodes de travail autour de nouvelles formes de travail local ou de coopération locale que nous tentons de mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs locaux sur les enjeux de l'économie circulaire. Il y a un certain nombre de sujets qui émergent aujourd'hui avec la crise et qui ont pris de l'importance, je le disais. La coopération territoriale, évidemment, apparaît comme une impérieuse nécessité. Nécessité faisant loi parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la mondialisation, comme le disait Philippe tout à l'heure, les chaînes de valeur sont mondiales et on a une certaine dépendance lorsque les circuits mondiaux se bloquent, comme ça a été le cas durant la Covid. Donc, ce qui est un risque devient une opportunité et nous oblige à repenser le redéploiement d'activités stratégiques sur le territoire qui ont évidemment une empreinte carbone bien moindre que le modèle mondialisé tel qu'on l'a vécu et tel qu'on continue à le vivre. Tout à l'heure, nos entrepreneurs du bâtiment parlaient aussi de travail sur les matériaux biosourcés. Vous savez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de ressources naturelles. Et donc, de fait, on travaille avec la région sur ces sujets, avec l'État, bien sûr, étant entendu que pour nous, c'est un volet stratégique de première importance. Nous travaillons également sur le stockage d'énergie. On sait que le développement de nouvelles énergies nécessite de nouvelles formes de stockage. Des initiatives ont été prises également sur le territoire pour pouvoir innover dans ces champs-là, qui sont des enjeux européens. Vous savez que la Nouvelle-Aquitaine a été identifiée parmi les régions expérimentatrices sur ces sujets, un certain nombre d'entreprises étant d'ores et déjà engagées sur ces chantiers d'avenir. Donc voilà, évidemment, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas seulement ces filières-là, c'est aussi des territoires. On en parlera sans doute tout à l'heure. Un des enjeux majeurs, et par rapport à ce qui a été traité tout à l'heure sur les modèles de développement économique, c'est de ne pas vivre la métropolisation comme une vampirisation des territoires. Nous, ce qu'on remarque, c'est que chaque territoire a des vertus, a des talents, a des spécialités. Et que l'enjeu pour notre région, c'est de faire en sorte que ces territoires deviennent des pôles d'excellence régionaux, nationaux, voire internationaux. Ça suppose de réinterroger les chaînes de valeur, de les épaissir, d'y intégrer des fonctions à forte valeur ajoutée, de manière à être compétitif au plan mondial.
Ça, c'est des sujets qui nous intéressent et qui permettent un modèle de développement équilibré autour de nouvelles méthodes de travail, je le disais tout à l'heure, hein, l'écologie industrielle, de nouvelles formes de coopération, mais qui nécessitent aussi de faire tomber des barrières ou des frontières entre le public et le privé, entre le social et l'économique. Et ça peut passer par quoi, faire tomber ces barrières-là ? Alors d'abord par une prise de conscience collective. Moi, ce que je mesure, on a conduit avec la DGE une campagne de promotion et d'écoute des chefs d'entreprise industriels. Ce qu'on voit apparaître, ce qu'on voit monter en puissance, c'est ces enjeux sociétaux. L'enjeu climatique et notamment dans sa correspondance avec la transition énergétique et écologique, globalement dans le top 8 des problématiques qui préoccupent les entreprises, cette problématique arrive au 5e rang. Une autre problématique qui émerge, c'est celle de l'innovation. Comment se différencier, comment réinventer nos modèles? C'est pas seulement de l'innovation technologique, c'est aussi de l'innovation managériale, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on mesure, c'est que les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise sont les entreprises les plus agiles, qui laissent de l'initiative aux individus. Et on a une certaine rupture avec les modes pyramidaux d'organisation de nos entreprises. On est plutôt en mode projet, en mode coopératif, y compris dans l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets qui s'incarnent au travers de démarches RSE, qui ont de plus en plus de succès dans les entreprises et qui ouvrent l'entreprise à la société, à l'écosystème dans lequel elles s'inscrivent. Donc les frontières sont en train de rompre, hein, et donc en partie parce qu'il y a aussi une nouvelle génération qui a une autre vision du monde, une autre vision de la relation à la création de valeur à leur territoire et qui sont ancrés sur leur territoire. Rapidement, pour conclure, on va devoir s'arrêter là, Marc Fayet. Rapidement, pour conclure, vos ambitions concernant ce territoire qui vous est cher, vos ambitions, est-ce qu'elles ont changé? Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles ont changé avec la crise? Pendant la crise, le temps s'est arrêté, un petit peu. Ça a permis aux acteurs, quelle que soit leur appartenance, de s'interroger sur le sens de ce qu'ils font. Et ça ouvre des espaces de collaboration, d'échange, de coopération. Mon souhait, c'est qu'on laisse respirer les territoires et qu'on leur donne les moyens de se réinventer et d'inventer de nouveaux modèles. Je pense qu'ils en ont la capacité. L'État doit créer les conditions pour que chaque territoire puisse se saisir de ses enjeux, de ses défis. Et donc mon souhait, c'est que les talents du territoire puissent émerger, être reconnus et puissent avoir les espaces pour agir. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, notamment à Fred Bonnet et à Maria Jacob Garibald qui étaient à vos côtés. Marc Fayet, merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions de Bordeaux. Et puis évidemment, il me reste à remercier nos invités présents en plateau, l'heure de l'air, Philippe Clerc et puis Didier Chabot. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette première émission, Les territoires au cœur des enjeux de transition. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont participé et merci à ceux qui ont fait cette émission. Rendez-vous pour notre prochaine émission mensuelle qui sera consacrée à l'Île-de-France. Rendez-vous très bientôt. À bientôt.
Depuis plus de 50 ans, la Massif est un collectif mutualiste qui œuvre au quotidien pour protéger et renforcer le pouvoir d'agir de ses 5,3 millions de sociétaires et adhérents. Vous assurer, c'est être à votre écoute et trouver les solutions qui vous permettent de faire face aux coups durs en toute autonomie. C'est pourquoi nous avons fait le choix de déployer, au-delà de notre métier d'assureur, différents dispositifs de solidarité pour nos sociétaires et adhérents. Si vous êtes au chômage, par exemple, la prestation Solidarité Chômage peut vous aider à conserver l'assurance de votre véhicule et continuer ainsi à chercher un emploi. Grâce à cette prestation, la Massif prend en charge jusqu'à 99% des cotisations de certains contrats de ses sociétaires et adhérents. Vous êtes victime d'un accident non couvert par votre contrat ? Le Fonds de solidarité Massif peut vous apporter un secours exceptionnel pour vous aider à faire face à une situation financière difficile et inattendue. Les aléas de la vie, c'est aussi consentir des dépenses de santé importantes et inhabituelles qui dépassent parfois vos garanties du contrat. C'est pourquoi le Fonds d'action sociale de Massif Mutualité peut vous accorder une aide pécuniaire exceptionnelle pour vous garantir, ainsi qu'à vos ayants droit, l'accès aux soins. À la Massif, la solidarité, ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour vous conseiller au quotidien. Agir pour permettre à tous nos sociétaires et adhérents de rester autonomes et savoir se relever en cas de coup dur. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Parole de dirigeants sur TV Finance. Ce mois-ci, nous avons reçu plus de 70 entrepreneurs pour nous présenter leurs startups innovantes et leurs projets de développement. Si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter sur tvfinance.fr. À bientôt.